Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors? Je, je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. Passion médiéviste, des rencontres. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la série Rencontres, l'annexe en quelque sorte de Passion médiéviste, où je vous propose de rencontrer des personnes qui font vivre l'histoire et le Moyen-Âge aujourd'hui, qui transmettent le goût pour l'histoire médiévale au grand public et qui, à leur niveau, luttent contre les idées reçues sur cette belle période de 1000 ans. Pour ce deuxième épisode, je reçois Priscille Lamure. Bonjour Priscille. Salut Fanny. Tu tiens depuis 2015 le blog Savoir d'Histoire, qui comme son nom l'indique, parle d'histoire. Tu as même publié un livre, et on en parlera un peu plus tard. Déjà, est-ce que tu peux me raconter d'où te vient ton goût pour l'histoire ? Alors, le goût pour l'histoire, il vient depuis la plus tendre enfance, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont mis entre les mains très tôt des livres d'histoire. Et puis surtout, ça s'est développé en passion à partir de la fac, où j'ai eu la chance d'avoir un professeur d'histoire qui était absolument fabuleux, qui savait exactement comment transmettre l'histoire avec beaucoup de rigueur et qui nous a appris comment faire de la recherche aussi. C'est là que j'ai appris à faire de la recherche en histoire. Et c'est vrai que là, c'est devenu... Enfin, j'ai commencé à me dire que j'avais envie d'en faire peut-être mon métier plus tard et de travailler dans le partage de l'histoire. Donc dans tes études, tu as mené l'histoire jusqu'à où ? Jusqu'au master. C'était un master de quoi ? C'était la médiation culturelle à Paris 3. Du coup, c'est très riche parce que c'était autant de l'histoire des arts, de l'histoire des mythes, de la sociologie, de la muséographie, un petit peu toutes les matières nécessaires pour appréhender l'art, l'histoire, les œuvres et pour pouvoir faire de la médiation entre ces œuvres et le public. Et ton mémoire, c'était sur quoi ? Et du coup, mon mémoire, c'était en musicologie. Et j'ai parlé de l'institutionnalisation du répertoire musical à partir du courant baroque. J'en ai profité pour faire un lien aussi avec l'histoire en parlant de l'opéra. C'était assez intéressant. Et en 2015, donc, tu crées ce blog Savoir d'Histoire. Pourquoi tu as créé ce blog ? Alors, j'ai créé ce blog parce que, en sortant de la fac, après avoir été nourrie intellectuellement pendant 4 ans, ça a été un peu brutal comme arrêt, tout d'un coup, de plus avoir tous ces enseignements. Du coup, de mon côté, en fait, j'ai commencé à étudier toute seule dans mon coin. C'était une époque où j'étais insomniaque. Du coup, le soir, la nuit, je reprenais des cours passés. Je récupérais les vieilles bibliographies que les profs nous donnaient, qu'on n'avait jamais le temps de tout lire au cours de l'année. Et j'ai acheté tous les bouquins, j'ai lu tous les livres, j'ai repris mes cours et dès qu'il y avait un truc que j'avais pas saisi à l'époque de mes cours, j'allais approfondir. C'est à cette époque-là que j'ai découvert vraiment, que je me suis remis à être sur Gallica tous les jours. Gallica, qui est la bibliothèque numérique de la BNF. Et donc, en gros, c'est une quantité incroyable de documents numérisés, accessibles, en autonomie complète. C'est ça qui est génial, en fait. C'est que n'importe qui, à n'importe quelle heure, peut consulter n'importe quel document, archiver, pas n'importe quel document, mais beaucoup de documents qui sont archivés à la BNF. C'était un support génial. Et donc, quand dans mes cours, on parlait de tel manuscrit, je le retrouvais souvent dans Gallica. Donc, je pouvais aller le feuilleter. Ou alors, si c'était pas Gallica, c'était sur la British Library, qui a aussi plein de manuscrits médiévaux enluminés. Donc, ça occupait mes soirées. Par contre, du coup, je notais tout ça dans des petits cahiers. Dès que je trouvais des événements intéressants, des personnages originaux, excentriques ou des anecdotes croustillantes, je notais dans des petits cahiers pour moi, un peu. Je gardais ça pour moi. Et à cette époque-là, après la fac, j'ai travaillé à la Monnaie de Paris. Et j'étais avec une équipe de filles qui venaient aussi des études culturelles, d'histoire de l'art, de l'école du Louvre. Et je m'amusais à leur raconter un peu les anecdotes que j'avais lues dans la nuit ou les choses que j'avais découvertes récemment. Enfin, on en discutait parce que c'était des choses qui nous intéressaient un peu toutes. Et c'est elles qui m'ont dit, tu devrais faire un site, tu devrais raconter ça sur Internet, tu devrais faire un blog ou quoi. Et j'y croyais pas trop, donc j'ai fait un premier article qui était l'article sur la sexualité, qui parle de sexualité au Moyen-Âge, avec le pénitentiel de Burchard de Worms. Déjà, tu commençais très bien voilà. parlant de Moyen-Âge. Je pense que j'ai bien fait de commencer par ça parce que du coup, l'article a très bien marché et du coup, ça m'a donné envie de continuer et je me suis dit, oui, aujourd'hui, c'est important de faire ça en fait. Autant avant, le savoir, l'accès au savoir était un peu réservé à des privilégiés, à une élite, autant aujourd'hui, avec une connexion à Internet, tout le monde peut y accéder. Et je me suis dit, c'était presque un peu un devoir de le faire parce que j'avais engrangé plein de petites connaissances à mon petit niveau et je me suis dit que si ça m'intéressait moi, ça devrait intéresser d'autres personnes. Alors, comment tu choisis les sujets de tes articles ? Ça part souvent d'une anecdote marrante, parce qu'à la base, j'avais envie de parler que de trucs marrants.
Et puis bon, ça, c'est pas toujours possible. Et puis des fois, on a l'impression que c'est marrant, puis quand on creuse, on se rend compte que c'est pas si marrant. Donc on est obligé de raconter l'histoire. C'est pas forcément drôle. Souvent, ça part d'une anecdote. Et puis c'est en faisant mes articles que je trouve les idées pour les suivants, parce que en lisant, en élargissant les recherches, je tombe toujours sur des trucs où je me dis bon, ça aussi, il faut que je le raconte, mais dans un autre article, parce que j'ai déjà tendance à faire des articles extrêmement longs. Voilà, ça me donne d'autres idées. Qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté quand tu écris tes articles? Principale difficulté, je dirais, c'est peut-être l'accès aux sources, parce que même s'il y a quand même beaucoup de choses que je trouve sur Internet ou où j'achète des livres, mais aussi comme j'aime beaucoup aller moi-même chercher dans les sources, la première difficulté que j'avais rencontrée, c'était la lecture de textes anciens, donc des textes manuscrits. Et du coup, je me suis inscrite à l'école des Chartes où j'ai fait une formation en paléographie. La paléographie, en fait, c'est la science pour décrypter et déchiffrer les manuscrits, c'est ça? C'est ça, les écritures anciennes, en fait. Du coup, ça m'a été d'une très grande aide parce que au départ, je lisais un peu n'importe quoi. Enfin, je croyais, en fait, des fois, on croit lire des choses. Il faut pas trop se faire confiance. Il faut se faire confiance. Avec la paléographie, ce qui est magique, c'est qu'il faut y aller, il faut se faire confiance, mais il faut quand même vérifier qu'on n'a pas mal lu parce qu'il y a des choses qui peuvent être trompeuses, quoi. Mais c'était la paléographie française? Oui, on a commencé, j'ai fait 2 séminaires. Le premier séminaire, c'était paléographie médiévale et après, on était plus vers 16e, 18e. Donc tu avais déjà des notions de français médiéval, parce que le français médiéval, ça n'a vraiment rien à voir. On croit que ça ressemble au français normal, mais en fait, il y a plein de faux amis. Moi, je sais que j'en avais fait un petit peu pendant mes études, et notamment il y a des cas partout, mais des cas à la lettre K, en fait, et on n'est pas habitué à lire ça, donc forcément, on comprend pas. Donc toi, tu avais déjà ces notions de français médiéval pour t'aider un petit peu? J'avais quelques notions et puis du coup, j'ai appris beaucoup aussi en pratiquant. Là, tu nous as raconté donc tout le côté recherche pour tes articles. Quand tu passes à la rédaction, comment tu t'y prends? Comment tu procèdes? Alors la rédaction, c'est très long parce que déjà, effectivement, j'ai fait mes recherches et j'ai synthétisé mes documents, je mets tout à plat. Et ensuite, j'essaye de rendre ça sympa à lire. Et c'est un vrai travail parce qu'à la base, je n'étais pas prédisposée à écrire. J'ai jamais pensé que j'écrirais. C'est vraiment venu il y a quelques années comme ça pour le blog. Et du coup, vraiment, je travaille beaucoup sur la rédaction pour que ce soit agréable à l'oreille, pour que ce soit riche aussi en vocabulaire. J'essaye de mettre des mots que je trouve beaux, des mots de la langue française que je trouve intéressants, qui ont du sens, qui ont beaucoup de sens et qui suffisent dans une phrase pour faire passer les idées. Et des fois, il y a quelques lecteurs qui m'ont déjà dit, j'ai lu l'article, mais je devais avoir mon dictionnaire à côté. Et en fait, je m'en félicite. Je félicite aussi mes lecteurs qui ont envie de comprendre. Et ça me fait super plaisir quand j'entends ça. Donc du coup, je continue à faire ça et à essayer de mettre de temps en temps des mots peut-être un peu plus exigeants. Voilà, j'essaie de faire un contenu qui va être populaire, qui va être accessible à tous parce que c'est vraiment le but de mon travail. J'ai pas du tout envie de m'adresser à une certaine catégorie de gens en particulier. Mais par contre, oui, je pars du principe que mon lecteur est intelligent et je lui fais confiance sur ça. Et ensuite, je me rends compte que c'est réellement le cas parce que les gens déjà lisent mes articles qui des fois font 5-6 pages Word à la base. Et donc, ouais, c'est assez exigeant des fois ce que je leur donne et je suis ravie de voir que les gens les partagent beaucoup aussi. Ça veut dire qu'ils ont envie de partager ce que j'ai raconté. Et voilà, donc j'essaye de faire quelque chose d'agréable à lire et avec un contenu quand même un peu le plus qualitatif possible. Tu as souvent des retours de tes lecteurs? Oui, alors grâce à Facebook, qui est le réseau social sur lequel mes articles sont le plus relayés, j'ai beaucoup de retours quand je poste un nouvel article. Même régulièrement, je reposte des anciens et c'est là, oui, c'est hyper agréable d'avoir ces retours et d'avoir ces échanges avec les lecteurs. Tu as encore ton métier à côté, et est-ce que tu arrives à trouver un équilibre entre ton métier et le blog? Est-ce que le blog ne te prend pas trop de temps? Alors oui, le blog, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a toute la recherche, toute la rédaction et pour un article, je vais lire 3-4 livres. Donc c'est vrai que ça me prend minimum 1 semaine et demie d'écrire un article. Et à côté, j'ai un travail parce que j'écris des articles pour Retro News, qui est le site de presse de la BNF. Ah, donc tu as commencé par explorer le site de la BNF et maintenant tu y travailles? Alors j'y travaille, c'est un partenaire de la BNF, Retro News. Mais voilà, j'y travaille depuis chez moi, je pige quoi et c'est génial, oui, oui. Et c'est ton occupation à temps plein? Ça me prend le reste du temps. Mais après voilà, je travaille aussi tout le temps parce que j'aime bosser, parce que c'est tout ce qui m'intéresse. Donc je travaille le soir, le week-end. Donc, mais je suis bien occupée, oui, oui. Sur ton blog, tu parles vraiment d'histoire de façon assez générale, de toutes les périodes. Est-ce que tu as une période historique préférée? Alors, j'ai pas vraiment de période historique préférée parce que déjà j'ai un peu du mal à les séquencer. Enfin, je trouve que c'est tellement une continuité et Alors nous, dans le podcast, on dit que le Moyen-Âge, c'est de 500 à 1500. oui, Voilà. oui, alors je suis bien d'accord avec ça et je suis bien d'accord qu'il faut mettre des jalons un peu pour s'y retrouver. Voilà, par exemple, j'adore le Moyen-Âge, mais je trouve qu'on retrouve beaucoup de Moyen-Âge dans Rabelais, c'est déjà la Renaissance. Mais quand même, voilà, le Moyen-Âge, ça reste une période que j'affectionne particulièrement.
Et notamment, par rapport à tout ce dont j'ai parlé auparavant, parce que j'ai beaucoup d'émotions en pensant aux armées de copistes, dans les scriptoria, dans les abbayes ou bien en ville, dans les ateliers de copie, qui passaient, un temps fou chaque jour à copier les textes. Et je pense que c'est une période qui avait vraiment bien compris la nécessité absolue de transmettre, de préserver le patrimoine intellectuel passé et de le transmettre. Juste avant l'invention de l'imprimerie, c'était un travail énorme, quoi. Et puis l'imprimerie ensuite a permis cette diffusion des savoirs de la faire exploser. Ce qui me plaît vraiment beaucoup au Moyen-Âge, c'est ce travail-là de transmission des savoirs. Et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs consacré un cycle d'articles sur mon blog à un moine un peu fou dans un scriptorium, à qui il arrive pas mal de péripéties. Et ça me permettait de mettre en avant des vrais textes que j'ai retrouvés dans les archives, qui ont des petites particularités amusantes. Et ouais, ça, je trouve que c'est quelque chose de très précieux, quoi. Ce cycle d'articles, ça s'appelle Craquage au scriptorium. Et donc, c'est l'histoire d'un moine que j'ai appelé Ancé Gisèle pour me moquer un peu de lui, parce que je l'ai qualifié de troll, parce qu'il fait que des bêtises. Et en fait, j'ai trouvé dans les archives pas mal de documents en manuscrit sur lesquels il y a des ratures. Voilà, enfin, on trouve beaucoup des ratures, des grosses taches d'encre, des dessins un peu débilos. Et du coup, je fais en sorte que ça arrive à mon personnage, et ça me permet de mettre des illustrations de ces documents, de mettre les liens pour que le lecteur puisse aller cliquer et se retrouver directement sur l'archive. Et ça me permet de parler aussi de tout l'univers médiéval de l'époque du scriptorium, comment ça se passait, voilà, le travail du copiste, le travail de l'enlumineur, comment on fabrique un livre, tout ça. C'était une façon un peu marrante de le raconter. Donc tu fais un peu de fiction dans tes articles aussi. Bah, c'est le seul cycle d'articles où j'ai fait de la fiction, où je me suis permis de faire de la fiction, c'était ça. Parce que j'étais obligée d'inventer des histoires autour de ces documents. Et parce qu'on ne peut pas savoir comment ça s'est produit, comment cette personne a dessiné tel petit personnage grotesque ou autre. Donc il fallait que j'imagine pourquoi le personnage avait fait ça. Et c'est vrai que non, je ne me lâche pas trop sur la fiction, mais j'aimerais beaucoup. Donc c'est des projets. J'ai quelques projets de fiction à côté. Ça, c'est quelque chose qui me plairait bien. Et le dernier article que tu as publié, bon, alors on enregistre, qui parle Moyen-Âge, c'était sur quoi ? Alors, je crois que c'était sur les recluses du cimetière des Innocents à Paris. Donc, le cimetière des Innocents, c'était un ancien cimetière médiéval qui est aujourd'hui disparu. Et dans ce cimetière, il y avait des recluses qui étaient dans un petit reclusoire qui jouxtait la chapelle qui était à l'intérieur du cimetière. Et donc, ce sont des femmes qui étaient enfermées par leur volonté en général. Il y a eu quelques personnes qui ont été enfermées par punition, mais généralement, c'était des femmes qui faisaient le vœu d'entrer en reclusoire et qui vivaient dans l'ascèse la plus totale, dans le dénuement le plus total, puisque le reclusoire, c'est une petite pièce de quelques mètres sur quelques mètres, et il y a aucun confort. C'est pire qu'une cellule de moine, c'est vraiment minuscule. Et puis, donc, leur travail, c'était de prier pour la cité, de prier pour protéger la ville, protéger. Donc, on avait souvent des recluses qui étaient installés à côté des léproseries, des hôpitaux, certaines murailles de ville, enceintes de ville, ou à côté d'un pont, pour protéger un pont, par exemple. Et donc, c'était quelqu'un qui était là, H24, pour prier pour l'endroit, et qui recevait des oboles des passants, et nourri uniquement par la piété populaire, les gens qui passaient, qui venaient se confier à cette personne aussi, qui avait un rôle aussi de confidente. On pouvait venir lui parler. Elle avait pour fonction de consoler aussi les malheureux. Alors, j'imagine qu'elle devait être aussi malheureuse aussi, peut-être, mais on rentre dans son tombeau, quoi, quand on rentre dans le réclusoire. Donc, c'est impressionnant comme pratique. Et donc, voilà, je racontais ça parce que dans le cimetière des Innocents, on avait au moins une, voire deux recluses qui ont été pendant toute la période médiévale, qui s'y sont succédées. Et puis, quand une recluse mourait, il y avait la queue au portillon pour reprendre la place. Parce que quand on était recluse, on était connus, on avait des funérailles grandioses, et puis on avait un vrai poids dans la cité, puisqu'on priait pour le salut de la ville, tout ça. Donc, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de femmes, parce que c'était beaucoup des femmes. Auparavant, il y avait eu plus d'hommes, et c'est devenu un mouvement un peu plus féminin, apparemment, au Moyen-Âge, en tout cas dans le réclusoire des Innocents. Mais c'était pas du tout un ordre religieux. Il y a eu des recluses religieuses, mais c'était pas du tout la norme, c'était pas forcément la norme. Et il y a eu des recluses qui venaient de n'importe où. Mais elles n'étaient pas persécutées de quelque façon par l'Église, parce que c'est quand même un peu une concurrence à l'Église qu'elles font. Mais c'était très lié à l'Église, puisqu'elles priaient pour la ville. Et d'ailleurs, dans les reclusoires qui sont accolés aux églises, le reclusoire est normalement situé de façon à être dirigé vers l'oratoire
Et il y a une petite ouverture dans le reclusoire qui permet à la recluse de voir l'autel ou de voir la célébration, d'assister aux messes. C'est très lié à la religion, en fait. Là, dans les derniers articles que tu as publiés, tu parles aussi du tatouage. 1 sur 2, donc ça va être en 2 épisodes. Oui, je suis en train de travailler sur le 2e. Et là, c'est sur quoi? C'est dans... C'était plutôt l'histoire du tatouage. Bon, j'ai pas pu tout raconter parce que c'est une histoire très longue, mais c'est vrai les hommes se tatouent, les hommes et les femmes se tatouent depuis toujours. La momie Otzi, qui est une momie préhistorique, sur laquelle on a trouvé des tatouages. Donc bon, on sait qu'on pratique le tatouage et le marquage de la peau humaine depuis des siècles. Ça a été aussi une façon de marquer des esclaves. Donc au Moyen-Âge, le tatouage est condamné par l'Église parce que dans le Lévitique, on explique qu'il ne faut pas marquer sa peau, il ne faut pas apporter de modification à la créature divine que Dieu a façonnée à son image, etc. Donc, Dieu n'avait pas de tatou, donc on n'a pas le droit de s'en faire. Et puis, il y a le pape Adrien qui a redoublé la condamnation du tatouage. Mais par contre, bizarrement, les tatouages qu'on retrouve beaucoup au Moyen-Âge, c'est les tatouages des pèlerins chrétiens et des croisés qui se rendaient à Jérusalem sur le tombeau du Christ et qui, pour ramener un petit souvenir, se faisaient tatouer une croix de Jérusalem, un poisson sur le bras. Et donc, c'est rigolo parce que l'ironie du sort, quoi. Et donc, voilà, je raconte un petit peu l'évolution du tatouage jusqu'à ce que ça devienne vraiment une mode, on va dire, au 19e siècle. Après les voyages des navigateurs, en fait, ce sont les navigateurs comme Bougainville qui ont ramené des récits exotiques dans lesquels il y a des personnages tatoués, les insulaires de Tahiti, en Polynésie, tout ça. Et donc, les marins ont commencé à se tatouer, ils ont ramené ça en Occident et c'est devenu très rapidement une mode populaire, en fait, vraiment dans les classes populaires. Et une mode qui avait ses limites parce que c'est vrai qu'on a beaucoup assimilé tout de suite à la criminalité, à la délinquance. Et du coup, être tatoué, c'était un peu aussi une marque infamante, comme les marquages de peau l'ont été avec la flétrissure sur les prostituées, etc. Donc, c'était assez intéressant de raconter ça. Et j'ai vu qu'il y a aussi un article qui a un petit peu un lien de façon un peu éloignée. Les reliures de peau, mais de peau de femme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui. Alors, il se trouve que on relit des livres en général avec de la peau de bête, avec la peau des animaux, des moutons, depuis qu'on fait des livres. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu la fantaisie, on va dire, de faire relier des ouvrages avec de la peau humaine. Et alors, il y a de la peau humaine, il y a de la peau d'homme, il y a de la peau de femme. Moi, j'ai voulu centrer un peu mon article, donc j'ai choisi de la faire sur les reliures en peau de femme. Parce qu'à partir du 17e, 18e siècle, on a commencé à trouver pas mal d'ouvrages de médecine, notamment, ou d'ouvrages judiciaires reliés avec de la peau humaine. Et alors, par exemple, si c'était une condamnation d'une sorcière, on avait récupéré sa peau après son châtiment, et puis on avait relié le document avec des choses comme ça. Et puis, au 19e siècle, il y a notamment le cas marrant, l'astronome Flammarion, qui se retrouve dans une drôle d'histoire parce que il a une amie, une connaissance, qui est une comtesse, qui admire beaucoup Flammarion, et qui lui fait parvenir un message après sa mort de la part de son avocat ou de son notaire. Il reçoit un colis dans lequel il y a la peau du dos de cette femme avec un message qui lui demande de bien vouloir, pour respecter ses dernières volontés, faire relier son prochain ouvrage avec cette peau. Et donc, alors, il explique, parce qu'à l'époque, il est interviewé par le journal Le Temps. Et donc, il explique aux journalistes qu'il a été déjà très surpris, mais finalement, il a voulu répondre à ses dernières volontés et que donc, il y a un ouvrage qui est aujourd'hui conservé à l'Observatoire de Juvisy, qu'on peut voir, qui est relié dans la peau de cette femme. Et puis, du coup, il y a écrit en lettres dorées « Reliure en peau humaine ». Voilà. Et donc, c'est rigolo parce que, en fait, c'est pas un cas rare, quoi. Et il y a pas mal de bibliophiles qui, par fantaisie, ont voulu comme ça une petite touche un peu plus étrange à leur collection en rajoutant un peu d'épiderme. Et là, pour le coup, par rapport à ce que tu disais juste avant sur l'Église qui veut pas qu'on touche au corps, là, c'est totalement anticlérical de faire ça. Oui, alors ça, c'est vrai que j'ai pas traité la question, mais oui, je pense que c'est pas hyper... Déjà, c'est pas très feng shui, mais je sais pas si c'est très chrétien, quand même. C'est sûr. En mai 2018, tu as publié un livre à partir de ton blog qui s'appelle donc Drôle d'histoire aux éditions du Trésor. Comment tu en es venue à publier ce livre ?
Eh ben, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est le directeur des éditions du Trésor qui m'a contactée en me disant qu'il avait beaucoup apprécié mon travail et qui me demandait si j'étais intéressée pour publier quelques-uns des articles. Donc, on a travaillé ensemble. Les éditions du Trésor, c'est une maison d'édition dont la ligne éditoriale, c'est très porté vers les aventures, les découvertes, les voyages. Donc, j'avais essayé de trouver dans mes articles des textes qui puissent faire un peu une idée d'une aventure historique à travers le temps. Donc, comme j'ai des articles de différentes époques, on a choisi de faire un ordre chronologique et de raconter plusieurs histoires comme ça, avec des personnages un peu farfelus, surtout des histoires plutôt un peu déjantées, un peu incroyables, mais vraies, que j'avais racontées dans mon blog. Est-ce qu'il y a des histoires inédites dans le livre? Oui, il y a un chapitre inédit où je parle de l'histoire de Jeanne Barret, qui est une jeune femme qui s'est incrustée de façon incognito dans l'expédition de Bougainville, première expédition scientifique française autour du monde. Et en fait, elle était une intime de Philibert Commerson, qui était le botaniste du roi, qui était convié à cette expédition. Et ne voulant pas quitter son maître, elle s'est déguisée en valet et elle s'est fait engager en tant que valet, donc en tant que valet de Philibert de Commerson. Personne ne l'a grillée pendant près d'un an, alors qu'elle a enduré, effectivement, comme les hommes, la navigation, les maladies. Il y a eu une disette d'eau, une famine, il y a eu des épidémies, et puis il y a eu des écueils sur les mers assez importants lors de cette expédition. Et finalement, c'est en mettant les pieds à Tahiti que des insulaires, voyant ce valet, ont crié « Ah, c'est une femme, c'est une femme, c'est une femme !» Et du coup, grâce à son tempérament un peu de feu, son courage, sa témérité, elle a été graciée par Bougainville, parce que normalement, une femme les femmes sont interdites à bord des navires royaux pour d'aussi longues traversées. C'est porte-malheur, c'est pas possible d'avoir une femme à bord, quoi. Voyons. Voilà. Et donc, elle aurait pu finir enchaînée avec des fers aux pieds. Mais elle a été graciée par Bougainville. Et puis, par contre, ça va quand même se terminer de façon un peu plus compliquée. Mais ça, je vais pas spoiler. Et là, pour la rédaction de cet article-là en particulier, c'était différent du blog? Eh ben, alors oui, parce que de toute façon, tous les articles que j'ai publiés dans le livre, je les ai repris. Déjà, j'ai retiré le ton blog. J'ai voulu que ce soit plus littéraire. Dans mon blog, je parle souvent à la première personne du singulier. Je m'adresse des fois un peu au lecteur. Là, il fallait que ce soit plus littéraire. Donc celui-là, j'ai écrit effectivement directement comme il faut, quoi. Mais c'était enrichissant aussi parce que c'est vrai que ça m'a fait réfléchir sur comment j'écrivais. Parce qu'au départ, le blog, j'ai écrit un peu de façon spontanée. Et puis en avançant, j'essaie de travailler un peu plus la façon dont je présente mes articles, dont je raconte. Donc c'était intéressant. Depuis qu'il est publié, j'ai vu que depuis quelques mois, tu vas dans des festivals, tu vas dans des salons du livre. Qu'est-ce que ça t'a apporté, la sortie de ce livre? Eh ben, ça m'a apporté alors déjà beaucoup de fierté. Moi, j'adore les livres, donc et j'aurais jamais pensé sortir un livre un jour, donc c'est mon livre, je suis très contente. Et effectivement, beaucoup de rencontres. Puis j'espère que ça va me permettre de toucher d'autres personnes aussi, parce que le blog, c'est Internet, quoi. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas sur Internet les contenus parce qu'ils savent pas où trouver des informations ou quoi. Et donc, c'est vrai que là, je me dis qu'un livre, s'il est bien recommandé, s'il a une bonne visibilité, je pense que je peux toucher à de nouveaux lecteurs aussi. Donc ça, ce serait très chouette. Est-ce que tu as d'autres projets en cours, ou peut-être d'autres livres à venir? Oui, j'aimerais beaucoup en faire d'autres, et j'ai surtout des projets de romans historico-comiques, on va dire, avec des personnages un peu marrants. Et j'aimerais bien justement m'émanciper des personnages réels pour créer mes personnages à moi et les insérer dans l'histoire et leur faire vivre des aventures un peu marrantes qui me permettraient de continuer à faire le même travail, mais en étant un peu plus libre de pouvoir raconter, de pouvoir laisser libre cours à ma fantaisie. Pour finir, j'ai une question vraiment toute simple. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire de la vulgarisation historique, comme tu le fais, donc à travers un blog ou par un autre média? Peut-être le premier conseil, c'est déjà de travailler sur des sujets qui vont lui tenir à cœur, qui vont lui donner envie d'approfondir les recherches et d'aller à fond, parce que c'est un gros travail. On a l'impression qu'on va pouvoir raconter parce qu'on aime raconter, mais on se rend compte qu'il faut énormément de sources derrière, qu'il faut énormément vérifier les sources aussi, qu'il faut énormément lire. Et moi, je pensais pas que ce serait à ce point chronophage, quoi. Et en même temps, c'est hyper enrichissant, et en même temps, maintenant, je me verrais pas faire autre chose que ça. Mais il faut être prêt, je pense, à investir beaucoup de temps et d'énergie là-dedans, bien citer ses sources
pour montrer comment on a travaillé aussi, pour pouvoir s'appuyer dessus, pour pouvoir en débattre et oui, quand on vulgarise, je pense que c'est bien de s'appuyer sur les travaux des historiens, si on l'est pas soi-même, pour soutenir ses propos, quoi. Oui, puis après, je pense que l'humour, ça marche toujours très bien. Et je pense que les lecteurs ont besoin de ça parce que les contenus ludiques et marrants, enfin, c'est ce dont les gens ont besoin. Moi, j'ai réalisé à quel point mon lectorat est divers et varié et j'en suis vraiment ravie. C'est-à-dire que j'ai des gens qui sont en cours, qui sont au lycée, mais j'ai aussi des gens qui ont 40 ans et des gens plus âgés qui lisent. Et je pense que la chose qui réunit un peu tout ça, c'est un humour sain, quoi, mais un humour un peu qui permet de voir les choses plus légèrement. Parce que je pense que l'histoire, c'est intéressant, mais il ne faut pas la prendre trop au sérieux. Ne serait-ce que parce que, voilà, il faut garder toujours une espèce de distance aussi sur tout ça. Et que le fait de le voir avec humour, ça permet peut-être d'éviter d'avoir une vision extrême des choses aussi et d'avoir peut-être envie d'approfondir, enfin de se laisser plus emporter par ce qui est raconté. Ça, je pense que ça permet de bien canaliser son lecteur. Merci beaucoup Priscille Lamure. Alors, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Alors sur Internet, on peut me retrouver sur le blog Savoir d'Histoire, qui est sur WordPress, mais il est bien référencé, donc normalement ça va. Tu es donc sur Facebook, sur Twitter, sur Oui. Instagram. Oui. Et donc ton livre, qui donc est sorti aux éditions du Trésor, Drôle d'Histoire. J'espère que cette interview vous aura donné envie d'aller voir un petit peu plus loin et de vous renseigner un petit peu plus sur des faits d'histoire. En attendant, vous pouvez retrouver Passion médiéviste sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram bien sûr. Vous pouvez aller découvrir tous les épisodes qui sont en ligne du podcast. Si on compte les hors-séries, les épisodes normaux, les enregistrements en public, je crois qu'on est à plus de 26 épisodes, 27 je sais plus, donc vous avez clairement de quoi occuper des longs séjours ou des longs trajets en voiture. Le prochain épisode de Rencontre, ce sera un podcasteur qui s'intéresse à la légende arthurienne. Je vous en dis pas plus. À bientôt, salut!